Alors, petite présentation rapide. Donc, je m'appelle Édouard Maire, j'ai été journaliste pendant environ 10 ans. J'ai eu une carte de presse de 2000 à 2012 et j'ai travaillé dans la presse spécialisée en nouvelles technologies, donc d'abord pour de la presse papier, ensuite pour la presse web. Et voilà, maintenant je dirige une société de production audiovisuelle à l'étranger, et donc je ne suis plus journaliste officiellement, mais il m'arrive d'écrire encore quelques articles et de faire des reportages. Voilà. Il existe deux principales écoles, donc le CFJ et l'école de Lille, qui à mon avis sont les mieux. À côté de ça, il y a une foule d'écoles privées, souvent chères d'ailleurs. Les prix doivent varier entre 6 et 10 000 euros par an. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois que vous payez, vous êtes sûr d'entrer. Alors que l'école de journalisme de Lille et l'école du CFJ, il y a un concours d'entrée, donc là, il faut avoir de bons résultats au concours. Ce sont quand même deux écoles qui sont un peu des passe-droits pour les médias, c'est-à-dire que tous les grands médias, si vous voulez travailler dans une radio comme France Inter ou une chaîne de télé comme France Télévisions, même TF1, il vaut mieux avoir fait une de ces deux écoles. D'abord parce que les gens qui vont vous embaucher ont eux-mêmes fait ces écoles et qu'il y a une espèce de réflexe de réseau en fait. C'est un peu comme dans les écoles de commerce, vous voyez les SEC, HEC. Souvent les managers prennent des gens qui ont fait les mêmes écoles qu'eux parce qu'ils savent un peu la formation qu'ont reçu les gens. Bah, le journaliste c'est un peu pareil, c'est un peu une espèce de réseau de famille. Il a fait le CFJ, il a fait l'école de Lille, bon, il a un bon niveau en journaliste. Enfin, bon niveau en journaliste je sais pas, mais en tout cas il a été formé, le lapsus révélateur, il a été formé comme il faut. Toutes les personnes qui sont journalistes et pendant quelques années, on comprend assez rapidement quand on est dans un média que l'information n'est pas une fin en soi dans un média. Ça peut surprendre, mais en réalité l'information n'est qu'un moyen. Car le but d'un média, c'est que le même but que celui de n'importe quelle entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc un média, que ce soit un journal, une radio, une chaîne de télé, doit faire de l'audience, doit vendre, même si c'est gratuit. Car un média, même s'il est gratuit, doit gagner de l'argent pour payer les journalistes, les commerciaux, enfin bref, toutes les personnes qui travaillent à plein temps et même à temps partiel. Et le but d'une entreprise, c'est pas seulement de payer les gens qui travaillent, mais aussi de faire du bénéfice. Donc un média doit faire de l'audience, doit gagner de l'argent et doit faire du bénéfice. Elle en fait du bénéfice, elle gagne de l'argent en vendant, en faisant de l'information. Donc l'information est un produit. Et ça, les patrons de presse le savent bien. D'ailleurs, beaucoup de patrons de presse ne sont pas journalistes aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise, des groupes industriels. Et les médias répondent aux mêmes règles que n'importe quelle entreprise. Faire du bénéfice, vendre, faire de l'audience. Après, ça ne change rien à l'idéal qu'on peut avoir du journalisme. Moi, quand j'ai commencé dans la presse, je dirais plutôt même avant de commencer dans la presse, on a une image de ce métier qui est plutôt noble et vertueuse, qui est de se dire, je vais parcourir le monde, je vais voir des tas de gens et essayer de comprendre comment ça se passe ailleurs, pourquoi ça se passe comme ça. On se dit qu'on va informer la population, qu'on va permettre aux gens de découvrir des tas de choses. Et donc la mission, au départ, elle est plutôt vertueuse. Bon, il y a aussi une image que les gens, se font les jeunes, pour rentrer dans la presse, j'ai remarqué de plus en plus souvent, c'est la célébrité, le côté un peu paillette. Je vois souvent un lien avec la presse télé, par exemple. Bon, on va me voir à la télé, je vais présenter le journal, je vais être sur un reportage avec mon micro, ma caméra. Donc il y a ce côté-là aussi qui fascine. Et c'est quelque part un peu inquiétant d'ailleurs, parce que je remarque beaucoup de gens, moi je vis en Asie, et c'est d'ailleurs tout à fait l'image que se font les gens du journalisme. Tout de suite, pour eux, journaliste, c'est une personne qui passe à la télé, qui présente le journal, qui parle dans un micro. Comme si ça se résumait à ça, en fait. Et en fait, ça, c'est une minorité. La plupart des journalistes passent leur temps à écrire des articles, à être des pigistes d'ailleurs. La grosse masse des journalistes, c'est des pigistes. Un travail assez précaire, souvent, et qui n'est pas très bien payé, en tout cas qui est de moins en moins bien payé.
Moi, quand j'ai commencé dans la presse en 2000, c'était déjà le début de la fin de la presse informatique. Il y avait encore 40 magazines informatiques, je me souviens en kiosque en 2000. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a à peine 5. Tout est passé sur le web, donc j'ai connu vraiment une crise très profonde, j'ai connu la crise de la presse. Et s'il y a bien une presse spécialisée qui a souffert de l'arrivée de l'Internet, c'est bien la presse informatique. Parce que c'était en plus une presse qui touche des gens justement très avertis sur les nouvelles technologies et qui ont été les premiers à aller chercher l'information sur Internet. Donc, tout naturellement, moi j'ai fini par travailler à 01net. J'étais dans un groupe de presse qui s'appelait le Groupe Test. Et j'ai terminé sur 01net. Voilà, donc il est important de comprendre qu'un média, c'est avant tout une entreprise et qu'un journaliste n'est jamais qu'un maillon de la chaîne qui permet de vendre de l'information. Une fois qu'on a compris ça, on a compris aussi qu'il fallait orienter ces informations, ces articles, ces reportages sous un angle précis qui va amener le lecteur à lire de plus en plus, à en vouloir davantage et tout ça. Donc l'information est un produit, hein, c'est un produit marketing qu'on essaie de vendre. Et d'ailleurs, dans les écoles de journalisme, on vous l'apprend assez rapidement, ça. Moi, je me souviens d'un exercice qu'on avait à faire, c'était de donner des titres à des textes. En fait, ils prenaient des articles, les professeurs, ils enlevaient le titre, il fallait réinventer le titre. Et je me souviens, une fois, c'était un texte qui relatait un fait divers, c'était l'attaque d'un fourgon blindé de banque, et il avait été attaqué par des gens qui l'avaient carrément détruit au lance-roquettes. Et j'avais, moi, titré l'article par « Attaque d'un fourgon blindé, 2 morts ». Et mon professeur me dit « Il est un peu fat ton titre, 2 morts, on s'en fout, il y a des morts tous les jours ». Je lui dis « Ouais, mais enfin quand même, il y a 2 morts, 2 personnes qui se sont fait tuer à Marseille ». Il me dit « Oui, mais bon ». Il me dit « Tu devrais plutôt mettre attaque au lance-roquettes d'un fourgon blindé ». Parce que l'attaque au lance-roquettes, on était en 2001, en 2000, c'était encore assez rare. Et il disait, voilà, ça c'est croustillant. Attaque au lance-roquettes. Et en plus, ça te permet de faire une envolée à la fin de l'article sur comment des gangsters peuvent se fournir en matériel militaire. Et là, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est pas le nombre de morts qui compte dans l'information, c'est le sensationnel, le lance-roquette. Et tout est comme ça, en fait. Et je parle pas seulement de la presse généraliste, parce que là, c'était... Mais toutes les presses fonctionnent sur le même modèle. Audience, sensation, affectif aussi, et proximité. Proximité, c'est important. Je vous donne un autre exemple. Et là, j'étais pas journaliste, j'étais adolescent. Je me souviens c'était en 90. On était en vacances avec des amis. Et une amie, justement, lit le journal. Et elle fait... tiens, il y a eu un charnier qui a été découvert en Roumanie. C'était le charnier de Timișoara, je crois. Et il y avait des centaines, peut-être, oui, des centaines de morts découverts dans un charnier. Et elle fait, ah tiens, bon. Et quelques minutes après, je l'entends dire, oh mon Dieu, il y a Michel Berger qui est mort. Et la réaction était beaucoup plus choquée sur Michel Berger que sur le charnier de Roumanie, quoi. C'est juste une chose, c'est que les gens se sentent plus proches de Michel Berger que du charnier en Roumanie. Pourtant, le charnier en Roumanie est quand même bien plus terrible. Mais c'est une règle de proximité. Un journal a tout intérêt de faire sa une sur la mort de Michel Berger que sur le charnier en Roumanie. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Le journal avait mis en une Michel Berger. Voilà, donc ça, c'est une règle aussi en journalisme. Il y en a plein d'autres, mais en fait, vous comprenez assez vite quand vous êtes journaliste que les règles du journalisme sont ni plus ni moins que des règles du marketing. Si vous avez un diplôme de marketing en école de commerce, vous pouvez être journaliste. Il y a souvent une période de pige, les pigistes, hein, qui n'est pas mauvaise en soi, puisqu'on apprend souvent son métier en étant pigiste. Ça apprend un peu l'humilité aussi, puisque c'est un travail de longue haleine, de dure haleine. J'ai parfois connu des journalistes qui n'avaient jamais été pigistes. C'est quelque part un peu dommage, parce que c'est des gens d'abord qui ne comprennent pas les pigistes. Le pigiste est un métier précaire, difficile, de terrain par contre. Et souvent les pigistes sont bien meilleurs journalistes que ceux qui n'ont jamais été, parce qu'ils connaissent le terrain.
Voilà. Et de toute façon, moi personnellement, je conçois pas le métier de journalisme au bureau. Ça m'a toujours, pour moi, un métier de journaliste a toujours été un métier de terrain, d'extérieur. Pour moi, l'image même du journaliste, c'est la personne qui n'est jamais au bureau. C'est-à-dire qui est toujours sur le terrain, avec les gens, en train de rencontrer les gens. Et c'est pour ça que j'ai une... Bon, même si je n'ai pas connu cette époque, puisque ça remonte à loin, mais j'ai une nostalgie quelque part pour les gens qui étaient les premiers journalistes et qui n'étaient pas des journalistes. Ça, c'est important de le dire. Avant 1945, les journalistes, c'était des écrivains. Et pourquoi ? Parce que les journaux avaient besoin de gens qui étaient sur place. Et comme on n'avait pas les moyens de communication aujourd'hui, comme Internet, l'avion et tout ça, quand on envoyait un journaliste sur place, ça coûtait cher, évidemment. Ça prenait surtout beaucoup de temps. Et du coup, les journalistes qui partaient, ils partaient 3 mois, ils partaient pas 2 jours. Donc pendant 3 mois, ils avaient le temps de s'imprégner de la vie locale, de comprendre un peu comment ça se passait réellement. Alors que maintenant, vous envoyez une chaîne de télé d'infos continues, on voit un gars à New York, il reste 2 jours et il revient, quoi. Il n'a rien vu de New York, il ne connaît pas New York, il parle parfois même pas forcément bien la langue. Alors, ne parlons même pas de l'Asie, de la Chine, où alors là, en plus, beaucoup de journalistes ont des préjugés sur beaucoup de pays. Ça, c'est l'autre point auquel il faut faire attention, non seulement quand on est journaliste, mais quand on regarde les médias en tant que lecteur. C'est que c'est pas parce que vous êtes journaliste que vous êtes plus objectif qu'une personne lambda. Et ça, on n'y peut rien parce que les journalistes sont des humains. On a des idées préconçues sur plein de choses. Même si on veut être objectif, on a forcément des préjugés, on a forcément une idée derrière la tête. Et souvent, quand un journaliste part en reportage, il sait déjà ce qu'il va dire. De toute façon, sa rédaction lui dit déjà ce qu'il va devoir dire. Parce que souvent, ça se passe comme ça. Vous avez bon, pour les chaînes de télé, c'est encore pire, parce qu'eux, ils ont déjà leur grille de programme qui sont faites sur l'année entière. Donc, ils commandent les émissions, les reportages, les documentaires à l'avance. Donc, tout est programmé, tout est formaté. Même le documentaire, il est formaté, il est déjà en anglais, quoi. Et on a en plus ce qu'on appelle en presse les marronniers, c'est-à-dire des sujets qui sont récurrents et qui reviennent tous les ans. Vous avez toujours des documentaires sur la Chine, vous avez toujours des documentaires sur les favelas au Brésil, vous avez des documentaires sur toutes ces choses-là, reviennent tous les ans, et c'est toujours la même chose qu'on raconte. On raconte toujours la même chose. Si vous faites un reportage sur la Russie, vous allez faire un reportage pour dénoncer le régime non démocratique de Vladimir Poutine. Si vous faites un documentaire sur la Chine, vous allez dénoncer le manquement aux droits de l'homme, le Tibet, les enfants qui travaillent dans les usines. Voilà, c'est toujours pareil en fait. Et donc du coup les journalistes souvent partent avec un a priori, ils reviennent avec un a priori, ils sont allés chercher les images qui vont étayer l'a priori. Et je peux vous dire que c'est facile parce que moi j'ai fait pas mal de documentaires, de reportages. Je peux vous dire qu'on peut faire, avec un bon montage, on peut faire croire ce qu'on veut dans une vidéo en partant avec de vraies images. Mais si vous sélectionnez les bonnes images, si vous filmez au bon moment, vous arrivez à faire passer n'importe quel message dans un documentaire, même de bonne foi. Des tas de journalistes font des documentaires de bonne foi sans pour autant dire, on va dire, la vérité. Donc c'est humain. Et pour arriver à se détacher de ces a priori, c'est difficile parce qu'il faut d'abord faire un travail sur soi, écouter, partir du principe qu'on n'a pas raison. Ça, c'est pas évident pour beaucoup d'occidentaux. Et puis oui, écoutez, mais le problème en journalisme, c'est que même si vous n'avez pas d'a priori, enfin, disons que même si vous êtes ouvert aux idées nouvelles, ça sera difficile parce que de toute façon, derrière votre rédaction ou le média qui va diffuser le reportage va relire, revoir votre sujet. Et il n'est pas rare que des réalisateurs de documentaires voient leur sujet remonter une seconde fois par la chaîne, parce que bon, il faut que ça rentre dans les cases, il faut que le sujet soit traité sous un certain angle. Et puis il y a des sujets dont on ne peut pas parler à la télévision, ou des sujets un peu tabous, relatifs à l'histoire de la France ou autre chose. Donc c'est pas évident, on peut pas tout dire dans le journalisme, même en France, même aux États-Unis, il faut faire attention. Il y a une espèce de communication, c'est de la communication d'ailleurs, le journalisme. Il faut pas se faire une idée non plus trop noble de cette profession. Internet est un média capable du meilleur comme du pire. Mais j'ai envie de dire, on peut dire ça de n'importe quel média, même la télé est capable du meilleur comme du pire, la radio aussi.
J'entends souvent les médias traditionnels critiquer Internet depuis le début, hein, en disant oui mais bon sur Internet, vous avez lu ça sur Internet, mais bon Internet c'est pas crédible, c'est pas des journalistes professionnels, il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Oui, mais le problème c'est qu'on peut dire aussi ça de tous les médias classiques. Moi je vois des tas d'erreurs qui sont commises, des fautes qui sont diffusées à l'antenne, dans des journaux même du 20h, hein, des choses fausses, des faux pourcentages, des faux chiffres, des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, et qui sont passées à des heures de grande audience dans des journaux. Et c'est pas Internet. Et pourtant les journalistes sont des professionnels, et il y a des tas d'exemples comme ça. Alors la crédibilité d'Internet est franchement pour moi n'est ni moins bonne ni meilleure que celle des médias classiques. En revanche, je pense qu'Internet est pas mal parce que ça donne la parole à beaucoup de gens, à quasiment tout le monde. Et j'ajouterais que Internet a permis aussi de faire renaître ce qu'était le journalisme à la base. C'est-à-dire des journalistes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas journalistes à la base, mais qui savent écrire, qui n'ont pas d'a priori, et qui ont envie de faire partager des connaissances, voire une passion pour un sujet. Et c'était ça les journalistes au départ, les journalistes. C'était des gens qui étaient dans des pays, qui connaissaient les pays, qui n'avaient pas d'a priori, qui avaient une bonne plume, qui savaient écrire. Et il y a des tas de gens qui écrivent des blogs passionnants, très instruits, et qui ne sont pas journalistes, mais qui le sont sans le savoir. C'est un peu comme les gens qui, vous savez, qui sont chrétiens et qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont chrétiens sans le savoir aussi. Et ben là, c'est pareil. Je prends Albert Londres, qui est adulé comme le dieu du journalisme. Il y a même un prix qui est remis en France chaque année, le prix Albert Londres. Il est quand même amusant de constater qu'Albert Londres n'a jamais eu de carte de presse et n'a jamais été journaliste officiellement. Albert Londres, il a toujours été écrivain. Il a écrit des livres, La Chine en folie, tout ça. Il est resté des mois entiers dans des pays à écrire ça, je trouve ça superbe. Mais il n'a jamais eu de carte de presse, et pour cause, la carte de presse n'existait pas quand il était journaliste. Et c'est après 1945, enfin c'est dans les années 30 que la carte de presse a été lancée, et c'est après 1945 que les écoles de journalisme sont apparues. Mais avant, il n'y en avait pas. Ce n'était pas un métier, journaliste, c'était une activité. On faisait du journalisme, comme on fait de la peinture, c'est-à-dire on n'avait pas besoin de diplôme, on n'avait pas besoin de certificat, ni quoi que ce soit, on avait juste besoin de le faire. Et c'était donc une activité. C'est après 1945 que ça s'est institutionnalisé, et que c'est devenu une espèce de corporation, d'organisation, avec un label, une carte de presse, des journalistes titulaires, professionnels, mais qui finalement ne sont pas plus compétents ni plus professionnels au sens compétence du terme que leurs maîtres du début du siècle. Et je trouve que le journaliste devrait rester une activité et non pas un label ou une profession. La carte de presse, en plus, est très, très propre à la France, hein, parce que moi, je vis en Asie, il y a des tas de pays qui n'ont pas de carte de presse. En plus, la carte de presse n'est qu'un certificat vis-à-vis des impôts et peut-être vis-à-vis des autres journalistes, mais ça ne fait pas de vous un journaliste au sens compétent, hein. La carte de presse, vous l'avez en gros parce que vous travaillez 3 mois consécutifs dans un groupe qui a souscrit à la convention collective des journalistes. Voilà la définition de la carte de presse, vous l'avez comme ça. Vous la renouvelez chaque année, vous payez un petit quelque chose, vous avez droit à une déduction fiscale moyennant cette carte de presse, et encore vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Juste un bulletin de salaire avec marqué journaliste dessus, c'est parfait, hein. Donc là, le journalisme, je pense, grâce à Internet, est revenu à sa source, qui est des gens passionnés, cultivés, qui savent faire des enquêtes, qui ont le temps, et enfin, je terminerai, qui sont indépendants. Un blogueur qui écrit pour le plaisir, chaque jour, chaque semaine, un billet, un bel article sur, je sais pas, la civilisation Khmer au Cambodge, je prends un exemple que je connais, mais bon. Oui, il fera plus de journalisme que n'importe quel sujet de 2 minutes 30 que vous allez voir passer aux informations. Parce qu'il sait de quoi il parle, il est indépendant, véritablement indépendant. C'est-à-dire, il n'a pas de pression, il n'a pas d'argent à gagner. Non, il fait juste ce qu'il aime, et honnêtement. Donc le journalisme n'est pas mort. Il existe, il renaît, il existe toujours. Et les gens de bonne foi et de bonne volonté seront toujours présents dans cette activité, mais pas forcément dans le métier.